Villars de Haunecourt paraît avoir été un de ces commis voyageurs du gothique qui sillonnèrent l'Europe au XIIe et XIIIe siècle, une époque de progrès, d'intense curiosité intellectuelle, de construction et de transformation. Existe-t-il encore une église, une cathédrale, à laquelle Villars de Haunecourt aurait apporté sa contribution d'expert en construction? Nous ne pouvons l'affirmer. Mais il nous a légué un témoignage inestimable sur la pensée et les connaissances techniques de son époque. Ce que nous savons du XIIIe siècle nous aide à interpréter le carnet de Villars de Haunecourt, et celui-ci illustre à son tour certains aspects de l'époque où il a été composé, et en révèle les connaissances techniques. D'après l'état d'avancement des édifices représentés dans son manuscrit, on peut situer l'activité de Villars pendant le premier tiers du XIIIe siècle. La société européenne occidentale est alors en profonde mutation. L'essor démographique qu'elle connaît depuis le XIIe siècle s'accompagne notamment de deux changements fondamentaux: le développement des cités, où s'élèvent de nombreuses constructions nouvelles, et l'extension des surfaces cultivées, principale cause de la réduction des surfaces des forêts, dont la composition se modifie aussi. Cette période des XIIe et XIIIe siècles est souvent perçue comme une ère de relative prospérité. Elle s'exprime dans l'art gothique qui se répand, dans la floraison des cathédrales qui modèlent un nouveau paysage urbain et dans l'émulation intellectuelle des grandes cités. Elle se manifeste par un développement des échanges économiques, la réduction du nombre des disettes, les progrès techniques. Cependant, comme l'écrivait Georges Duby, l'époque en fait fut dure, tendue et fort sauvage. Les conflits entre les différentes classes de la société sont fréquents. L'insécurité et la crainte résignée du lendemain est symbolisée par la roue de fortune, que l'on trouve souvent représentée dans les églises et dans les manuscrits, et notamment parmi les dessins de Villars. Depuis plusieurs années, Roland Bechmann, historien et architecte, étudie le carnet de dessins de Villars de Haunecourt. Pendant 40 ans, il a dirigé de nombreux chantiers en France et en Afrique, et il lui est arrivé à plusieurs reprises d'être confronté à des problèmes comparables à ceux que pouvait se poser Villars. Cette expérience sur le tas l'a aidé à interpréter les dessins du manuscrit qui révèlent Villars, homme de chantier. D'avoir été exposé aux conditions très diverses de ces chantiers l'a aussi amené à mieux comprendre les causes de l'évolution de la technique et du style des constructions du Moyen-Âge entre le XIe et le XIIIe siècle. Ainsi, au début des années 60, alors qu'il dirigeait un chantier à Nouakchott, en Mauritanie, il s'est trouvé dans des conditions rappelant celles des constructeurs de l'époque de Villars, tant du point de vue des matériaux disponibles et de leur coût de transport que du point de vue de la main-d'œuvre. Il a dû innover pour y faire face et construire alors dans un style très différent de ce qu'il réalisait ailleurs. Pour économiser le bois des cintres et des coffrages, il lui fallut, comme les constructeurs gothiques, standardiser et préfabriquer les éléments qui étaient mis en œuvre. Pour économiser le fer, il n'utilisa que des voûtes et des structures travaillant en compression. Pour réduire les quantités de ciment et de bois nécessaires, il imagina un système de voûtins triangulaires minces, en béton armé, coulés au sol, formant des surfaces en accordéon et évitant les coffrages. À l'instar des arcs formerets gothiques, ce sont les grilles de fer obturant les baies supérieures qui servirent de guide pour aligner et mettre de niveau les voûtes. L'expérience de ce chantier a confirmé à Roland Bechmann l'importance des conditions du milieu dans la formation des styles et l'a conduit à présenter une thèse de doctorat sur cette question en prenant comme exemple l'architecture gothique. Les études et les recherches de Roland Bechmann, ainsi que les voyages qu'il a entrepris pour relever des exemples éclairant les dessins parfois obscurs du manuscrit, ont abouti à une interprétation de ceux-ci qui complète et souvent s'oppose aux interprétations précédentes, notamment pour ce qui est de nombreux dessins techniques, mais aussi pour des figures à caractère plus ésotérique constituant un memento crypté de l'auteur du manuscrit. L'œil de l'historien permet de pénétrer dans les coulisses de la recherche et de suivre les cheminements de ses spéculations. L'œil de l'historien permet de pénétrer dans les coulisses de la recherche et de suivre les cheminements de ses spéculations. La figure de Villars de Haunecourt demeure mystérieuse.
Seul son manuscrit livre quelques indices qui permettent de le situer. Son nom indique son lieu d'origine, ou peut-être le monastère dont il faisait partie. Honnecourt, petite ville de Picardie, bâtie autour d'une abbaye bénédictine. Ses représentations des cathédrales de Laon et de Reims, ses plans des églises de Cambrai, de Vaucelles et de Meaux permettent de dater l'activité de Villars au cours du premier tiers du XIIIe siècle. Quelques lignes du manuscrit indiquent aussi qu'il fut, sans doute dans le cadre de ses fonctions, l'un de ces voyageurs qui contribuèrent à la diffusion de l'art gothique. Ses croquis et ses textes prouvent qu'il était un dessinateur habile, un expert aux connaissances multiples, un esprit curieux et inventif, un précurseur des ingénieurs constructeurs de la Renaissance. On trouve chez lui la trace de traditions héritées de l'Antiquité, le témoignage d'une érudition et la preuve de connaissances pratiques et techniques indiscutables. Fortes sont donc les probabilités pour que Villars de Honnecourt ait été, sinon un architecte, au sens moderne du terme, du moins un constructeur compétent, en même temps qu'un artiste et qu'un inventeur dont les activités s'étendaient à de multiples domaines, qui de nos jours seraient distincts. Tous ces traits ont contribué à lui donner le surnom de Léonard de Vinci français. Le manuscrit de Villars de Honnecourt est composé de feuilles de parchemin portant des dessins sur les deux faces et réunis en cahiers comportant un nombre de feuilles variable. Il se présente comme un carnet de format réduit d'environ 14 cm sur 22, relié et recouvert de cuir marron. Il est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Entre un tiers et la moitié des folios du manuscrit, estimés au départ à une cinquantaine, ont disparu. Certains ont été modifiés, d'autres partiellement grattés. 33 folios subsistent, soit 66 pages. Villars de Honnecourt a vécu au début du XIIIe siècle. Il a réuni dans ce carnet des dessins exécutés au cours de ses voyages sur tout ce qui l'intéressait: architecture, ingénierie, géométrie, automates, personnages et animaux, scènes de l'iconographie religieuse. Il révèle une expérience pratique en matière de construction, un esprit inventif et un talent artistique exceptionnel. Découvert en 1825 par un érudit, André Potier, dans un fonds provenant de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris, analysé dans un article par Jules Quicherat en 1849, le manuscrit a été publié pour la première fois en 1858, sous forme d'un fac-similé commenté par Jean-Baptiste Lassus, architecte des monuments historiques. En 1935, une étude de tous les dessins a été publiée en allemand par un érudit, Hans Hanloser, qui, pour les dessins techniques, a reproduit ce qui avait été publié auparavant par les divers commentateurs du manuscrit. C'est précisément à l'étude de ces dessins techniques que s'est consacré depuis de nombreuses années Roland Bechmann, en s'appuyant sur sa double compétence d'historien et d'architecte. Il a décrypté un grand nombre de dessins restés incompris ou négligés et a proposé une interprétation renouvelée pour beaucoup d'autres. Certaines légendes des dessins, généralement rédigées en vieux picard, le sont parfois en latin et d'une main différente, attestant d'ajouts ultérieurs. Cette question des différences d'écriture et de langue a été délibérément laissée de côté par Roland Bechmann. Que les dessins et les commentaires aient été tracés par une ou plusieurs mains, il constitue un indéniable témoignage sur la forme d'esprit, la pensée technique et l'étendue des connaissances des constructeurs du XIIIe siècle. Si le mot architectus ou architector apparaît assez rarement dans les textes du Moyen Âge, il est totalement inconcevable que des édifices d'importance aient pu être réalisés sans la prévision et la direction d'hommes de métiers expérimentés, les architectes. Si ce titre n'était pas porté, la fonction n'en existait pas moins. L'appellation plus répandue de maître d'œuvre se confond aujourd'hui avec celle de maître d'ouvrage. Il pouvait peser sur certaines décisions ou imposer des parties. Fréquemment, des gens d'église sont cités à l'occasion de la construction d'une église sans qu'on puisse toujours savoir si leur rôle était celui d'un commanditaire ou s'ils avaient un rôle plus important dans la conception ou la conduite du chantier.
les zones d'opacité qui entourent le personnage de Villars sont trop importantes pour pouvoir affirmer à coup sûr qu'il fut un expert en construction. Cependant, l'adresse introductive de son carnet, ses plans de chœur d'église, ses dessins de la tour de Laon, le projet de Rose pour Lausanne ou de l'élévation des chapelles de Reims pourraient le suggérer. Pour permettre de tailler d'avance et avec précision les pierres d'un arc, d'une voûte ou d'un mur, les constructeurs gothiques ont développé l'art du trait, d'où est issue la stéréotomie, science de la coupe des pierres qui s'applique également à la coupe des bois destinés aux ouvrages de charpente. Certains dessins du carnet dévoilent l'étendue des connaissances de Villars de Haunecourt dans cet art de la coupe des pierres. Soucieux de ne pas divulguer ses méthodes à des profanes, il n'y indique que l'essentiel. Pendant 150 ans, ces petits croquis ont paru sans intérêt aux commentateurs du manuscrit qui n'en comprenaient pas la signification. Et pourtant, ces dessins énigmatiques proposent des recettes pratiques pour faciliter et optimiser la taille des pierres, ou indiquent comment disposer les joints d'une colonne, comment tailler les pierres d'un arrachement, ou encore celles d'une voûte biaise. L'historien des sciences Guy Bourgeois estime que vers l'an 1000, en Occident, seules 5 ou 6 personnes étaient capables de faire une division, et qu'aucune ne savait faire une démonstration géométrique correcte. En Europe, au XIIIe siècle, si les éléments d'Euclide ne sont encore connus que sous des formes incomplètes, les connaissances en matière de géométrie se sont manifestement étendues. Les constructeurs, qu'ils soient autodidactes ou éduqués comme Villars de Haunecourt, ne connaissaient les ouvrages théoriques qu'à travers leur contact avec des ecclésiastiques. Pour s'assurer de la valeur générale d'une méthode de calcul ou d'une construction géométrique, ils procédaient par des expériences concrètes. Certaines méthodes empiriques, dont on a le reflet dans le manuscrit, peuvent nous paraître sommaires ou primitives. Et pourtant, ces modestes dessins techniques révèlent qu'en matière de géométrie appliquée à la coupe des pierres, le niveau des connaissances qu'on trouve dans le manuscrit de Villars correspond sensiblement à ce que dévoila dans la deuxième moitié du XVIe siècle Philibert de Lorme dans ses traités d'architecture. Cela explique comment furent possibles les réalisations spectaculaires des constructeurs des cathédrales gothiques. 4 pages du carnet concernent ce que Villars nomme l'art de iométrie. Les précédents commentateurs du manuscrit avaient pensé que cet ensemble de représentations pouvait constituer un système grossier pour faciliter le dessin des figures. Or, il fallait inverser l'idée en s'appuyant sur l'existence d'une tradition mnémonique qui apparaît non seulement en astronomie, mais également dans des traités de géométrie de l'époque. Les constructeurs devaient se rappeler des opérations nécessaires pour construire ou vérifier un angle droit, dessiner un triangle équilatéral, un carré, un rectangle d'or, un pentagone, un décagone, un heptagone, retrouver le développé d'un arc de cercle et comparer des surfaces et des volumes dans des figures semblables. Ces croquis de Villars sont là pour aider l'homme de chantier à se remémorer les constructions géométriques lorsqu'il en a besoin, de la même façon que les figures d'animaux, d'objets, de personnages reproduits sur la carte du ciel permettaient de se souvenir de la disposition des étoiles dans les constellations et de les reconnaître. C'est ce que Villars souligne en écrivant qu'elles sont utiles pour œuvrer. Certains dessins rappellent de façon frappante les rituels des compagnons du devoir. Quelques indices, dans l'histoire, tendent à démontrer que malgré l'opposition, attestée par des édits, des autorités civiles et religieuses de l'époque, il existait des associations ouvrières qui pratiquaient la solidarité, se transmettaient une tradition initiatique et partageaient des signes de reconnaissance. Elles seraient les ancêtres des compagnons du devoir actuels qui, par un esprit de rigueur dans le travail comme dans le comportement, maintiennent une tradition de l'ouvrage bien fait. Les francs-maçons, dont les traditions et les rituels sont souvent analogues, revendiquent également une filiation avec le monde du travail du Moyen-Âge. Pour mener à bien un chantier tel que celui d'une cathédrale, un constructeur du XIIIe siècle devait être polyvalent. Il devait pouvoir non seulement tracer les implantations, rechercher la pierre, le bois, la chaux ou le sable, les faire transporter sur le chantier, mais aussi coordonner les différents corps de métier et gérer les finances.
De même, il devait faire construire non seulement les échafaudages ou les cintres, mais encore tous les engins nécessaires au chantier. Cela l'amène à s'intéresser de près à la mécanique. Certains dessins du manuscrit de Villars révèlent des préoccupations qui seraient familières à un ingénieur d'aujourd'hui, telles que l'économie de la force humaine, la standardisation des éléments, les méthodes de construction, l'entretien et la sécurité des bâtiments. Le carnet témoigne à sa manière de l'effort de vulgarisation des techniques qui se manifeste au XIIIe siècle. La publication, depuis le siècle précédent, de traités techniques et de géométrie, ainsi que le développement de grandes universités, ne sont sans doute pas étrangers à l'effervescence intellectuelle de l'époque. Pendant que certains, que Villars appelle les maîtres, débattent du mouvement perpétuel et de la façon de faire tourner une roue par elle seule, nombre d'inventions de l'époque sont dues à de modestes artisans dont l'histoire n'a pas conservé les noms. De même, l'une des inventions exposées dans le carnet, la chaufferette, est peut-être la véritable origine de la suspension dite à cardan, qui maintient horizontaux les compas de marine et qu'on attribuait jusqu'ici à l'inventeur italien qui lui a donné son nom au XVIe siècle. Outre des mécanismes susceptibles d'impressionner le public, dont un oiseau assoiffé qui buvait le liquide d'une coupe puis roucoulait, ou encore un ange sur le sommet d'une église qui suivait la trajectoire du soleil, le carnet recense d'autres inventions que Villars a pu observer ou qu'il a conçues lui-même, comme son trébuchet. Les représentations religieuses sont de nature diverse. Elles incluent aussi bien des interprétations archétypales, descente de croix, calvaire du Christ, Vierge à l'enfant, des représentations symbolistes, Église triomphante, Jérusalem céleste, des représentations de religieux du XIIIe siècle ou présentent des figures diaboliques. Les études de personnages regroupent différentes figurations inspirées de l'Antiquité. Des scènes, les amoureux au faucon, les lutteurs, le dresseur de lions, des personnages d'époque, le guerrier, les cavaliers, des visages ou des études de nus. Le thème naturaliste est caractéristique du XIIIe siècle, qui se veut vériste et réaliste. Il parcourt tout le carnet avec des représentations animales dont certaines appartiennent à une vision symboliste liée à la religion.